Vingegaard. Pogačar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le débrief de la 17e étape du Tour de France et il y a beaucoup à dire encore sur cette 17e étape du Tour qui est arrivée à Courchevel avec, après le début de chaos hier de Vingegaard sur Pogačar, la mise à mort limite à Courchevel avec le col de la Lose juste avant. On va en parler avec François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Effectivement, Vingegaard a remporté le Tour de France 2023. Bon, sauf chute, hein, bien sûr, sauf chute, sauf on ne sait pas ce qui peut se passer. Je sais pas, des personnes qui arrivent pour dire à Vingegaard tu arrêtes, ou alors une voiture qui dans le col de la Lose lui dit maintenant tu t'arrêtes. Voilà ce qui s'est passé d'ailleurs, puisqu'à un moment donné Vingegaard a été à l'arrêt dans le col de la Lose. On parlera aussi, ça a été un peu le bordel dans la montée de ce col qui a encore une fois nous a encore livré un énorme chantier. C'est Félix Gall qui s'impose, le grimpeur autrichien d'AG2R et non pas suisse, grimpeur autrichien d'AG2R qui avait brillé pendant le dernier Tour de Suisse, qui s'impose donc à l'altiport de Courchevel. Encore une fois, Vingegaard, énorme performance aujourd'hui. En tout cas, Pogačar a craqué de nouveau, encore plus que lors du contre-la-montre, François-Pierre. Bon, ça va pas calmer les suspicions dont on a parlé et les nombreux commentaires qu'on a pu lire après hier soir. Oui, c'est vrai, effectivement, vous étiez nombreux à avoir réagi hier sur le podcast, nombreux à avoir écouté. On vous en remercie d'ailleurs. On rappelle que le podcast, vous pouvez le retrouver sur Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast et Podcast Addict. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a moins de suspicion parce qu'en fait, c'est plus la défaillance de Pogačar que la victoire. Mais non, la victoire finale, on verra dans quelques jours. Mais que Vingegaard s'impose devant Pogačar, tu vois, on n'a pas eu la bataille attendue. D'ailleurs, ce sera un de mes points sur le podium du jour. Et puis, faut noter que Félix Gall, voilà, il est impressionnant depuis le début de ce Tour de France en montée. Là, il y avait pas trop de descente pour qu'il se fasse rattraper et je trouve que vu sa saison, il mérite amplement la victoire. Donc voilà, et moi je pense que c'est plus une défaillance de Pogačar qu'une belle performance de Vingegaard, on va dire. Ouais, c'est une défaillance confirmée, on va dire, après le contre-la-montre d'hier. Alors on va... comme d'habitude, on n'élude pas les sujets, les suspicions, il y en a forcément. Après le contre-la-montre d'hier, Vingegaard a mis 2 secondes au kilomètre à Pogačar, je crois, 4 secondes au kilomètre, et c'est une différence de 2 km/h ou un truc comme ça sur le contre-la-montre d'hier. Nous, les retours, voilà, on connaît quelques personnes dans le peloton, on a quelques contacts dans le peloton, et c'est vrai que ils sont nombreux à s'interroger sur la performance de Vingegaard, où ils reviennent un peu 20 ans en arrière par rapport à ce qui se passait à l'époque noire du cyclisme. Maintenant, voilà, l'effet c'est que Vingegaard a écrasé ce Tour de France, a mis KO Tadej Pogačar, a mis KO toute la concurrence, et qu'aujourd'hui il n'a pas forcément eu à forcer son talent dans le col de la Lose pour encore mettre Pogačar très loin. Donc voilà, on va partir avec le top 3, François-Pierre, si tu le veux bien, le top 3 de cette étape. Top 3, top 5, top 3 ça suffira, il y a déjà beaucoup à dire, et en 3 points ça va le faire. Oui, moi mon premier ce serait Félix Gall, chapeau bas, parce que moi je trouve que c'est un coureur que on découvre surtout cette année en tout cas, même si voilà, c'est un grimpeur qui est talentueux. On l'a vu sur le Tour des Alpes cette année, le Tour de Suisse, où il avait remporté une étape. Donc là voilà, sur ce Tour de France, c'était pas lui le leader, il a pris le leadership parce qu'il y a une défaillance de Ben O'Connor, et pour AG2R Citroën c'est vraiment bienvenu parce qu'au final il va remporter une étape et un top 10 au classement général. Mon deuxième point, c'était bataille Pogačar qui fait pchit, et ça rejoint mon troisième point où Pogačar, évidemment, la troisième semaine, celle de trop peut-être, parce que voilà, on en a parlé un petit peu hier sur la défaillance sur son contre-la-montre. Au final, Pogačar, peut-être que la troisième semaine, elle est un peu trop difficile parce qu'il n'a pas assez récupéré de sa blessure au poignet, ou en tout cas vu qu'il n'avait pas le rythme de course suffisant, c'était très difficile pour lui. Donc voilà, il a une défaillance terrible. Donc ça me paraissait logique par rapport à la blessure qu'il avait eue. Et toi, Guillaume, c'est quoi ton podium du jour ?
Alors le podium du jour va être similaire au tien. Le point numéro 1 c'est forcément Félix Gall, et puis Félix Gall qui confirme un peu après son Tour de Suisse sa montée en puissance depuis son recrutement par AG2R Citroën l'hiver dernier. Donc ça c'est le premier point, très belle victoire à Courchevel. Le deuxième point, je vais plutôt parler de la course des Groupama FDJ présente dans l'échappée aujourd'hui avec Madouas, avec les 4 meilleures cartes on va dire de cette Groupama FDJ, Madouas, Pinot, Gaudu, Kung. Ils ont fait une vraie belle course dans l'échappée, ils ont fait avec leur force, et puis au final David Gaudu, c'est assez frustrant pour lui parce que quand tu vois son classement final sur l'étape, il fait 5ème, il fait pas l'opération qu'il comptait faire. Il perd même une place au classement général en étant 10ème, mais en ayant fait un trou sur Guillaume Martin. Mais voilà, la belle course des Groupama FDJ. Puis le dernier point, je vais revenir, alors je vais pas forcément m'attarder sur Vingegaard, mais je vais plus me concentrer sur le craquage de Pogačar. Un an après le Granon, Pogačar est un coureur hyper talentueux, un des plus talentueux de sa génération, et en fait la leçon de cette année après celle de l'année dernière doit l'interroger aussi sur la suite à donner et sur ses objectifs, sur ce qu'il veut faire dans sa carrière. Alors attention, Vingegaard, Pogačar, il est encore 2ème du classement général du Tour de France, mais il y a des circonstances avec la chute à Liège-Bastogne-Liège, mais justement je voudrais en reparler parce que c'est pas anodin cette chute à Liège, c'est pas anodin tout ce qui s'est passé sur ce Tour de France, et cette année 2023 ne sera pas anodine à mon avis dans la suite de la carrière de Tadej Pogačar. Voilà, je voudrais qu'on en parle un petit peu. FP, on commence avec Félix Gall, bien sûr le vainqueur, Félix Gall, le vainqueur de cette étape à Courchevel. Chapeau bas en fait, Félix Gall. Ouais, chapeau bas, parce que voilà, c'était le plus fort de l'échappée aujourd'hui. On l'a vu, donc une grosse échappée d'une 30aine de coureurs, avec pas mal d'outsiders, des coureurs qui sont en fin du top 10, donc top 7, top 8. On a vu du Bilbao, on avait du Simon Yates, on avait donc David Gaudu, on avait Guillaume Martin, Thibaut Pinot, voilà, pour ne citer que. Et il y avait Félix Gall, évidemment, aussi dans ce top 10, qui était 10e ce matin. Je pense parce qu'il visait l'étape d'abord, après peut-être qu'il s'est dit, si je vise l'étape, j'aurai forcément des répercussions sur le classement général. Tactiquement, c'était très bien joué de la part de la G2R d'avoir mis Nance Peters, qui compte pas ses efforts pour gagner un peu de temps par rapport au peloton maillot jaune, qui a pas voulu laisser filer vraiment ce groupe d'échappés. Il y a eu pendant longtemps 30 secondes, 1 minute, 1:30, 2:30 maximum. Et puis après, il y a eu Ben O'Connor pour mettre la dernière banderie sur ce col de la Lose, et Ben O'Connor a fait un très très gros travail. C'est assez bien de voir ça aussi. Moi je trouve que chez AG2R, on peut reprocher beaucoup de choses à cette équipe. Mine de rien, quand on voit comment il redistribue les cartes derrière, Ben O'Connor il joue le jeu aussi, parce que t'imagines quand t'es leader désigné d'une équipe, t'as des résultats pour toi, t'as fait le Dauphiné où t'étais plutôt performant, dire que tu roules pour un autre de tes collègues qui prend le leadership, ça doit pas être simple. Et moi je trouve qu'à chaque fois G2R arrive à bien manier ça, et donc c'est à souligner quand même, parce que voilà, Ben O'Connor, vu comment il s'est mis à l'amende à la fin, je sais pas si t'as vu cette image quand il s'arrête net, et après il y a un mec qui lui propose une pizza dans le col de la Lose. Je sais pas si t'as vu cette image. Il lui livrer une pizza d'ailleurs. C'est magique. C'est Méribel, c'est ça, pratiquement à la sortie de Méribel, avant les forts pourcentages du col de la Lose. Ouais, exactement. Et donc voilà, moi Félix Gall, moi je trouve que c'est impressionnant, et puis voilà, on sait que c'est un coureur qui a pas mal de défauts, on l'a vu sur le Tour de Suisse, notamment en descente et sur les contre-la-montre, mais voilà, alors est-ce que sur un grand tour il pourra corriger ça pour viser un top 5 plus tard, je ne sais pas. En tout cas, remporter des belles étapes, je pense que dans les prochaines années H2R doit compter dessus. Ouais, et puis tu connais ma théorie d'habitude, comme d'habitude, s'il n'y a pas le Tour de France, il y a quand même le Giro et la Vuelta, tu peux enchaîner ces 2 grands tours dans la saison, et avec Ben O'Connor ça peut être intéressant de le voir sur un Giro, sur des cols roulants, on sait qu'il aime ça, Ben O'Connor, et il aime la pluie surtout, donc au Giro ça peut être sympa pour lui aussi. Aussi, exactement, il aime la pluie, il aime ces conditions difficiles, un peu comme Thibaut Pinot les aime, et puis c'est vrai que c'est vrai qu'il a fait un super travail, et qu'à G2R ils sont assez spécialistes pour ça. Alors ça laisse quand même augurer un magnifique épisode Netflix avec Julien Jourdi quand même, qui va nous refaire encore le coup du this is the fucking stage for you, Ben or Felix, this is the Queen stage. Enfin bon, voilà, je te fais ça, mais Julien Jourdi c'est un personnage attachant. T'as vu un peu comme je le fais. D'ailleurs sur YouTube il va falloir enlever le F-word, parce que sinon on va être censuré. Non, bref, dire que cette équipe AG2R elle a su changer son fusil d'épaule de manière très intelligente avec Félix Gall, pardon.
qui nous a régalé. Bon voilà, j'ai fait au moins le jeu de mots. Félix Gall, il a que 25 ans, il a tout juste 25 ans en début d'année, et c'est vrai que son année, il montait en puissance, hein. Depuis son recrutement chez AG2R. À Tirreno, il n'était pas forcément le leader, mais il termine 16e. Après, autour du Pays Basque, il fait 10e, autour des Alpes 9e. Il fait 2e de la Mercantour Classique fin mai, le 30 mai, derrière Richard Carapaz. Il fait 8e du Tour de Suisse avec une magnifique victoire d'étape à Leukerbad, il prend un tir sur le chrono aussi, hein, parce qu'il fait 8e, mais il mérite pas la 8e place si on regarde le Tour de Suisse, hein, vraiment. Il fait 91e du chrono. Ouais, mais il mérite. Enfin, tu vois, sur la logique du Tour de Suisse, alors oui, il y a le chrono, on est bien d'accord, mais je veux dire, vu ce qu'il a montré, il méritait un podium largement. Ouais, Félix Gall sur le chrono, il prend 3 minutes 17 par Skjelmose, qui est le vainqueur final, hein, notamment, et il prend 2 minutes 10 par Kian Heudebrock. Je dois encore m'entraîner pour sa prononciation, bon bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, Félix Gall, après, il monte en puissance, il va faire 3e à la Reims le jour où Hindley gagne. Il était dans l'échappée du jour, hein, Félix Gall, ce jour-là à la Reims, et puis c'est vrai que petit à petit il s'est replacé au général. Quand tu vois son évolution au classement, hein, le soir de la deuxième étape à San Sébastien, il est 42e du général. À la sortie des Pyrénées après Cauterets, il est 20e du général, et puis au Grand Colombier, 14e. À Morzine, c'était samedi, il rentre dans le top 10, il fait 9e, et là aujourd'hui il est 8e, hein. Donc c'est vraiment une super victoire, un super Tour de France pour Félix Gall, qui finalement était le plus fort de cette échappée. Il s'est échappé dans les plus forts pourcentages de ce col de la Lose, avec derrière lui à sa poursuite, hein. Pourtant il y avait deux autres coureurs du top 10, Simon Yates, Pello Bilbao, David Gaudu aussi, qui a fait la montée à son rythme et qui fait 5e à Courchevel. Au final, on a une étape classique de 3e semaine de Grand Tour dans une étape de montagne, c'est-à-dire les coureurs qui sont à la fin du top 10 ou à l'entrée du top 10 qui tentent de se replacer. En fait, on a eu ce genre de coureurs, des très bons grimpeurs qui n'avaient plus rien à jouer au général, c'est-à-dire pas de victoire, pas de podium, voire pas de top 5, et des coureurs qui étaient dans l'échappée. Alors on a eu des coureurs qui jouaient le top 5, hein, mais qui ont été dans l'échappée, c'était des vrais bons grimpeurs. Ouais, et puis moi je trouve que la performance à noter aussi, c'est Simon Yates, parce que même s'il remporte pas l'étape, au final il fait une grosse remontée au classement général, et ça c'est super intéressant pour lui, parce que je pense que c'est ce qu'il visait au départ. Alors peut-être qu'il visait comme Félix Gall en disant je tente la victoire d'étape plus la remontée, mais au final c'est peut-être lui qui fait vraiment la meilleure opération au classement général aujourd'hui, hein. Simon Yates, il gagne 3 places au général, il remonte à la 5e place à 12 minutes 19 de Jonas Vingegaard, mais surtout il revient seulement à 18 secondes de Carlos Rodriguez, qui est 4e au classement général. Carlos Rodriguez qui a perdu près d'1 minute 10 sur Adam Yates aujourd'hui, et Simon Yates qui revient. Son frère Adam Yates est 3e du classement général. Il y a 1 minute 30 d'écart entre les deux frères Yates, 3e et 5e du général. Donc bon, voilà, il y a encore cette bataille pour le classement général. Jay Hindley a encore pris un éclat aujourd'hui. Il est 7e du classement général. Il est pas bien. Il est pas bien, Jay Hindley, et c'est vrai que bon voilà, on a cette hiérarchie au classement général qui continue, qui se dessine jour après jour. Il y a encore l'étape du Markstein, et c'est vrai qu'à l'étape du Markstein, quand tu vois le toboggan que c'est, si t'es pas en forme ce jour-là, si au matin de l'étape t'es pas en forme, tu peux prendre peut-être pas aussi cher que dans le col de la Lose, mais si ça part très vite, franchement l'addition peut être très lourde. Juste, tu as parlé, FP, du tempo de la Jumbo-Visma sur l'étape d'aujourd'hui, et ça c'est un lien aussi avec la défaillance de Tadej Pogacar. C'est vrai qu'au début de l'étape, Pogacar chute, il accroche la roue d'un AG2R qui est juste devant lui, et puis Jonas Vingegaard l'attend. En fait, il y a une sorte d'attentisme de Vingegaard pour pas attaquer Pogacar à ce moment-là. Au début de l'étape, on est dans la montée du col des Saisies, tout le monde s'attendait à ce que Pogacar fasse péter dès le col des Saisies. Au final, bon, ça a été un nouveau coup dur pour Pogacar après le coup dur du chrono d'hier, et Jumbo en fait a... Je ne dis pas qu'en fait, je sais pas s'ils ont voulu
que l'échappée ne prenne pas beaucoup de temps, ou alors s'ils ont voulu imposer un tempo, un seuil très haut pour user les organismes qui sont les organismes déjà fatigués du reste du peloton et dont Tadej Pogačar. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est assez délicat. Moi, j'ai l'impression qu'il visait certainement la victoire d'étape. On le voit à la fin. Moi, je pense que c'était plus dans cette idée-là et de dire si on met un gros rythme, dans tous les cas, UAE ne pourra peut-être pas suivre. En tout cas, on va éliminer des équipiers à Tadej Pogačar. En plus, ils avaient placé devant 2 coureurs à eux aussi, donc c'était assez intelligent de leur part. On voit que ça a servi à Jonas Vingegaard quand il a attaqué dans le col de la Lose. Donc, ouais, tactiquement, je vois pas trop. En fait, le truc, c'est comme on s'attendait tellement à all-in de Pogačar, je pense que c'était une forme de protection aussi. C'est-à-dire de dire, voilà, nous, on met notre rythme. Maintenant, si Pogačar, il veut attaquer, bon courage parce qu'on a toujours les équipiers derrière qui roulent. Voilà, moi, je pense que Pogačar, au final, même si nous on pensait tous qu'il allait faire all-in, il était vraiment pas bien. Et il le sentait, et je pense que même si à la chute, je suis pas certain qu'il fasse tout péter. Donc Vingegaard est trop fort aujourd'hui, et Pogačar était surtout en dessous de son niveau. Je pense qu'on peut faire une passerelle sur ton point à ce niveau-là, et mon point aussi. Ouais, j'allais t'en parler, on fait le point maintenant. Ouais, parce qu'au final, Vingegaard, oui, il était bon, mais il n'était pas monstrueux aujourd'hui. Mais par contre, Pogačar était en dessous de tout. Parce qu'au final, alors même si j'adore Warren Barguil, c'est vrai qu'il termine avec Warren Barguil, et puis il termine même derrière lui, quoi, et avec la bouche grande ouverte, t-shirt ouvert aussi. Il en pouvait plus, quoi, Pogačar. Pogačar termine 22e du jour à 7 minutes 37 de Félix Gall, et Warren Barguil termine à 4 secondes derrière. C'est vrai que, et alors, tu parlais de l'attaque, en tout cas les Jumbo à l'avant, il y avait aussi 2 Jumbo et 2 UAE qui étaient à l'avant de la course. Donc il y avait peut-être un plan à un moment donné, quelque chose qui était prévu, voilà, on ne sait pas, et des relais plus tard dans l'étape, et notamment l'un des 2 relais, c'était Marc Soler qui a terminé avec Pogačar aujourd'hui. Et Pogačar, en fait, avant le moment où il craque, où il se fait lâcher du groupe maillot jaune, on est dans Méribel, ouais, on est dans Méribel, c'est ça. Et oui, Tadej Pogačar à ce moment-là, avant qu'il ne craque, tu vois déjà un plan de l'hélicoptère où le maillot est grand ouvert. Et là, en fait, tu te dis, il est pas bien. Et je pense que tout le monde, forcément, les gars dans le peloton, tout le monde le voit. D'ailleurs, c'est une des évolutions du cyclisme aujourd'hui en 2023, c'est qu'aujourd'hui, les équipes les plus fortes, et je suis sûr que Jumbo-Visma a ça aujourd'hui, ils ont des gars devant la télé pour étudier les visages des coureurs à distance, un peu comme les gens en Formule 1 quand ils sont dans les paddocks, on va dire à Enstone, pendant qu'il y a le Grand Prix de Bahreïn, pour étudier les données, les visages des gars, etc. etc. Aujourd'hui, il existe ça dans les équipes, donc forcément, quand Tadej Pogačar a le maillot grand ouvert, tout le monde doit le voir. Le visage de Pogačar, on l'avait même vu hier après le contre-la-montre, et notamment cette magnifique photo de Pauline Ballet, vous pouvez aller voir sur le compte Instagram et le compte Twitter de Pauline Ballet, magnifique photo avec Pogačar qui est la tête sur les mains, la tête qui repose sur les mains, avec juste devant lui Jonas Vingegaard qui signe des maillots jaunes, et tu vois en fait qu'il est vide, il est complètement vide, Tadej Pogačar, il est Ouais. Il est mort, épuisé dans ce début de 3e semaine. Mais on peut prolonger ce qu'on a dit hier, c'est que je pense qu'on va un peu se répéter malgré tout, c'est qu'en fait, son programme, l'a handicapé cette année. Alors même si il veut tout gagner, vouloir faire les Flandriennes, les Ardennaises et tout le reste, t'as un peu moins de jus sur le Tour de France. Moi, je trouve ça intéressant parce que d'un point de vue où ça montre que c'est un coureur exceptionnel et qui peut gagner partout. Le revers de la médaille, c'est que face à un coureur qui s'est préparé qu'à ça, ça ne passe pas. Parce que Pogačar, certes, est un talent visiblement brut, est très fort du cyclisme mondial et qu'il a montré depuis quelques années que c'est l'un des plus grands talents qu'on ait eu, mais malgré tout il peut pas tout faire en fait. C'est là où on se rend compte qu'un coureur cycliste ne peut pas tout faire, même si on y a cru quelques mois ou que ce coureur pouvait tout faire. La preuve que non. C'est pour ça en fait que dans mon podium, je disais que cette saison 2023 à Tadej Pogačar pourra lui servir pour la suite de sa carrière. Bon, déjà rappeler l'âge de Tadej Pogačar, 24 ans seulement, il est tout jeune. Mais c'est vrai qu'en début de saison, en fait, jusqu'à Paris-Nice, il fait 3 courses, il gagne les 3 courses. Rennes, Paraiso Intérieur, Ruta del Sol et Paris-Nice, il gagne Paris-Nice. Ensuite, il va à Milan-San Remo, il fait 4e. Quand on voit la bataille que ça a été à Milan-San Remo dans le Poggio, avec la victoire cette année de Mathieu Van Der Poel. Il y a le 3 classique où il fait 73 bornes échappées, il fait 3e. Il y a le Tour des Flandres où il est au-dessus. Il y a l'Amstel où il fait un solo au final pour gagner l'Amstel. La Flèche Wallonne, il remporte la Flèche Wallonne. Et là, il arrive à Liège-Bastogne-Liège. Bon,
Pendant ce temps-là, Jonas Vingegaard, il faisait du frais, il était en stage, il faisait des courses, des petites courses par étapes, il faisait début avril le Tour du Pays Basque qu'il gagnait, mais pas en se mettant autant dans le rouge chaque jour de course que ce que s'est mis Pogačar sur les classiques. Et au final, Vingegaard arrive plus frais. Il y a cette chute à Liège, et cette chute à Liège, elle n'est pas anodine, parce que c'est à conséquence d'un Tadej Pogačar qui veut tout bouffer, comme l'a fait Eddy Merckx plus tôt. On compare à Eddy Merckx, Tadej Pogačar, comme l'a fait Eddy Merckx plus tôt. Ouais, c'est vrai. Il y a des années quand il était au sommet de sa carrière, comme faisait Bernard Hinault aussi. Tadej Pogačar veut tout bouffer, mais à ce jeu-là, dans le cyclisme de 2023, alors peu importe les suspicions sur Jonas Vingegaard, Vingegaard était plus frais. Oui, et puis en plus, je pense que malgré tout, UAE, même s'ils ont amélioré l'équipe sur le Tour de France, elle n'est pas encore aussi forte que celle de Jumbo-Visma. C'était la grande question. Et je trouve que sur ce Tour de France, on a la réponse, que mine de rien, Jumbo-Visma a des coureurs beaucoup plus complets partout. Et sur l'équipe UAE, en montagne, pour moi, ça passait. Mais il manque ce coureur, ce Van Aert un peu hybride. Il manque ce type de coureur-là. Et alors, on a des rumeurs qui apparaissent au niveau du peloton d'un match Van Der Poel qui serait visé par UAE. Typiquement, tu vois, t'imagines Van Der Poel qui travaillerait un peu comme un Van Aert pour Pogačar. Peut-être qu'ils essayent de s'inspirer de ça. J'espère que pour le vélo, il ira pas à UAE parce que j'aime bien avoir des bons coureurs dans chaque équipe cycliste. Mais c'est UAE, je pense qu'ils cherchent aussi un peu leur équipe type, et on verra leur recrutement l'année prochaine, comment ça va se passer pour eux et comment ils vont entourer Pogačar. Mais c'est intéressant, je trouve que c'est un autre axe de progression pour cette équipe et pour Pogačar. Ouais, exactement. Alors après, je pense qu'Alpecin de Koenig qui vont sortir le chéquier parce qu'il semble avoir plus d'argent que Soudal Quick-Step aujourd'hui en 2023 d'ailleurs. Alpecin de Koenig va sortir le chéquier pour regarder Mathieu Van Der Poel, je pense. Mais c'est vrai qu'en axe de progression, en fait, il y a cette gestion de la saison de Tadej Pogačar qui peut être très en forme au printemps. D'ailleurs, c'est aussi ce qui prouve que Tadej Pogačar est beaucoup plus humain qu'on a voulu le présenter au moment où il est arrivé, au plus haut niveau. Parce que quand il remporte le Tour de France 2020, il fait 3e de la Vuelta 2019 avant. Mais Tadej Pogačar, là il y a une interrogation dans ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut à la fois gagner Milan-San Remo, le Tour des Flandres, les Flandriennes? Alors peut-être que en l'ayant gagné cette année, il va peut-être plus s'y représenter tout de suite au Tour des Flandres. Il y a peut-être de ça. Mais est-ce qu'il peut se concentrer seulement sur les Ardennaises? Est-ce qu'on peut le voir seulement sur les Ardennaises? Il avait déjà remporté Liège-Bastogne-Liège aussi. Mais est-ce qu'on peut le voir seulement sur les Ardennaises pour avoir un vrai pic de forme au classique en avril, et puis repartir un peu en stage et ensuite arriver plus frais sur la préparation du Tour de France? Voilà, il n'y a pas eu de course de préparation au Tour de France pour Tadej Pogačar, faut pas l'oublier. Là où Vingegaard faisait le Dauphiné il y a un mois, Pogačar était en pleine course contre la montre pour revenir. Et au final, quand tu regardes le Tour de France de Tadej Pogačar, il a été bien, très bien pendant une dizaine de jours seulement. Oui, c'est ça, c'est parce que le on va tour, dire même jusqu'au Grand Colombier pendant 13 étapes. Ouais, on oublie, mais le tour c'est long, et effectivement 3 semaines quand on revient de blessure et qu'on n'a pas une grosse préparation, eh bien c'est compliqué même pour Pogačar en fait. Donc c'est rassurant effectivement sur le côté humain comme tu le disais assez justement. Ouais, après sur cette étape, moi Vingegaard, pour que dire aujourd'hui sur lui, parce qu'il a remporté le Tour de France. Après, hormis chute, tu l'as dit, ou hormis cataclysme, mais je vois pas comment, parce qu'il y a plus d'étapes aussi difficiles. Vingegaard aujourd'hui, il fait une belle étape, mais il est pas monstrueux non plus, parce que tu vois, un Vingegaard monstrueux, peut-être qu'il rattrape Félix Gall, tu vois ce que je veux dire. Donc là, non, il a géré l'effort, je pense, et puis il a pas pris de risque dans la descente du col de la Lose. Donc c'était un Vingegaard, je pense, à son niveau, pas plus fort, pas moins fort, pas plus fort qu'hier par exemple. Je pense qu'hier il était vraiment dans sa très très grosse journée, mais aujourd'hui il m'a pas impressionné. Enfin, je veux dire, il est impressionnant parce qu'il était tout seul et qu'il a lâché au fur et à mesure les outsiders du Tour de France. Mais mine de rien, en fait, c'est ça qui est rageant dans cette étape, c'est qu'on s'attendait à tel feu d'artifice entre les deux qu'on est presque déçu. Oui. Et heureusement qu'il y a eu l'échappée de Félix Gall, quoi, en fait. Tu vois, c'est pour moi, c'est pour ça que j'ai dit c'est parce qu'on veut une bataille qui fait pchit, parce qu'en fait c'est vraiment ça. Au final, il n'y a pas eu la bataille, quoi. À part voir Pogačar démuni, t'as pas vu grand chose aujourd'hui. Oui, alors je te fais la parenthèse, ou alors hormis arrestation à la Rasmussen en 2007, bon bref voilà, je te referme la parenthèse, un Danois avec l'équipe Rabobank qui est l'ancêtre de l'équipe Jumbo-Visma, je referme la parenthèse. Non. En fait, quand on est français, quand on est au Tour de France, on s'attend, on veut du spectacle, on veut que ce soit serré, on kiffait avoir 10 secondes d'écart seulement entre Pogačar et Vingegaard, on adorait ça, on se disait oh ça va être génial, on s'attend à une 3e semaine de dingue, ça va être exceptionnel, et en fait dès le début de la 3e semaine,
pchit, terminé, contre la montre. Pogacar KO et en fait dès le lendemain au col de la Lose, Pogacar se relève pas. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu dans un match de boxe, c'est-à-dire que c'est un peu comme dans un match de boxe, c'est-à-dire que hier Vingegaard en a mis une à Tadej Pogacar. Pendant 24 heures, on a compté comme un arbitre de boxe 1, 2, 3 jusqu'à 10 et en fait aujourd'hui, on est arrivé à 10 et Pogacar s'est pas relevé. Et il était complètement KO. Donc c'est juste. Hier il a été assommé. Aujourd'hui, il a été KO, Pogacar. Parce que Vingegaard, c'est vrai qu'il n'a pas fait une énorme performance aujourd'hui. En tout cas, il a fait une performance pour son niveau, qui est exceptionnelle pour des coureurs comme Gaudu, etc. Ce serait celle-ci. Oui. Mais voilà, pour le Vingegaard, c'est une performance, on va dire une bonne performance. Voilà, faut pas la galvauder. Oui, parce que voilà, il a rattrapé. Voilà. Il avait devant dans cette étape-là Jonas Vingegaard, Tiesj Benoot et Wilco Kelderman, qu'il a pu rattraper, sur qui il a pu compter à un moment donné dans l'ascension du col de la Lose. Donc voilà, une attaque, je vais rattraper un équipier, Tiesj Benoot qui m'emmène, et puis à un moment donné une attaque, je vais rattraper Wilco Kelderman, et puis après il me laisse, et après l'épisode où je crois que c'est à 2 bandes du sommet, il y a cette voiture de la direction de course qui est arrêtée, et il y a la moto qui est en fait à l'arrêt dans un virage, on est à 2 bandes du sommet, et puis après Vingegaard part tout seul, et en fait Jonas Vingegaard, il a monté ce col de la Lose par palier et même ils étaient paumés quand Pogacar a été lâché parce que derrière Sepp-Kuss il faisait je fais quoi, j'accélère pas, je fais quoi. Bon bref, voilà, Vingegaard a fait son ascension. Dans la descente du col de la Lose, il n'a pas pris de risque. On a vu, il y avait les matelas qui étaient installés dans certains virages du col de la Lose, notamment sur une épingle à 2-3 km de l'arrivée avant Courchevel. Et puis on n'en avait pas parlé, mais il y avait cette pente avec des passages à 18%. À l'arrivée à l'altiport de Courchevel, un peu comme on avait vu à c'était où, c'était à Megève, c'est ça, au Dauphiné, oui, il me semble, et même au Tour de France. Ouais, c'est au Dauphiné. Megève et pour sûr Peyragudes dans les Pyrénées. Mais en tout cas, on a vu cette arrivée à l'altiport qui a terminé, a enterré définitivement Pogacar, qui était vraiment vide de toute force. Il était cuit et heureusement que Marc Soler était là pour encourager mentalement. Il perd 5,45 au final. Pogacar aujourd'hui sur Jonas Vingegaard. Est-ce que tu veux parler rapidement de la course des Groupama FDJ qui était présent à l'avant aujourd'hui? Ils ont fait la course qu'on attendait d'eux. Oui, c'était un de tes points. Moi je suis déçu parce que je m'attendais à une meilleure performance sur le plan physique. Après ils ont visiblement ils étaient les moins forts, ça s'est vu. Après t'as pas grand chose à leur reprocher parce qu'ils ont mis les meilleurs coureurs à l'avant, tu l'as dit, donc moi j'ai pas grand chose à dire de plus. Ils sont pas au niveau, pas au niveau. On va dire qu'il y a plus fort qu'eux. Et c'est un peu frustrant parce qu'on avait beaucoup d'espoir pour beaucoup de coureurs. Que ce soit un Valentin Madouas après son championnat de France, même c'est un Thibaut Pinot par rapport à ce qu'il a montré sur le Giro. Et David Gaudu, on va dire que c'est celui qu'on attendait un peu moins parce qu'on avait vu ses difficultés sur le Dauphiné. Mais voilà, c'est la déception, elle est surtout là, quoi. C'est qu'ils ont, au final, sur leur Tour de France, ils vont faire un top 10 probablement. Et aucune victoire d'étape. Et au final, tu peux te poser des questions sur la composition de l'équipe Groupama, quoi. Ouais, alors après, pour la Groupama FDJ, tu sais, quand tu regardes le classement final de cette étape, David Gaudu, il fait 5e, et devant lui, il y a Félix Gall, Simon Yates, Pello Bilbao, Jonas Vingegaard. Donc... Oui, non, après c'était juste plus fort que lui, hein, mais je veux dire, David Gaudu, normalement on parle d'un prétendant au podium, donc normalement c'est ce genre d'étape, il doit peut-être la remporter ou au moins être sur le podium, tu vois. Est-ce que... ouais, je sais pas. Est-ce que le recrutement de certains lieutenants pour 2024 va l'aider? Je sais pas, est-ce qu'une meilleure équipe autour de lui en 2024 va l'aider? Arnaud Démare va partir, Thibaut Pinot va arrêter, la masse salariale va être libérée, c'était quand même 2 gros salaires dans l'équipe Groupama FDJ. Tu as les jeunes comme Lenny Martinez qui vont éclore. Mais c'est du salaire. Après attention, ce genre de choses c'est intéressant, mais c'est toujours pareil, ce genre de salaire, tu dis que ça va réduire la masse salariale, oui et non. Madouas, tu l'as prolongé de 3 ans, hein, et puis je suis pas sûr qu'il ait le même salaire qu'avant. Donc c'est des coureurs, tu mises sur d'autres... Exactement. Voilà. Tu mises sur d'autres gens, en fait. Et après, et Gaudu, moi je pense, là je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas parce que si t'es mieux entouré, tu peux avoir ce petit gain, en fait, à la fin. Mais malgré tout, Gaudu, il y a un gros écart là aujourd'hui. Et donc, je pense que déjà, il faut que lui, au niveau physique, soit prêt, déjà. Tu vois, qu'il soit meilleur de sa forme au moment du Tour de France. Qu'il n'ait pas de regrets. Et après, effectivement, cette marge que tu peux avoir 30 secondes, 1 minute, que tu perds par-ci par-là, grâce à ton équipe, tu peux la récupérer. Mais là, aujourd'hui, il y a un trop gros écart. C'est pas un ou 2 lieutenants de plus qui vont t'aider, hein, aujourd'hui. Oui, alors... C'est pas ça qui le manque en fait à la FDJ, je crois. Oui, alors après, il y a un écart, pas seulement avec les tout meilleurs, il y a un écart aujourd'hui pour David Gaudu avec le milieu du top 10, avec les Yates,
avec Bilbao. Il y a un écart avec ces gars-là, avec qui il devrait être en fait David Gaudu au classement général. David Gaudu, après 17 étapes, David Gaudu est à 5 minutes de Pello Bilbao au classement général, même si Bilbao a pris une échappée à un moment donné dans le tour pour gagner du temps. Mais c'est vrai qu'on attendait mieux de David Gaudu. Il s'est pas menti à lui-même. On va pas refaire un cas David Gaudu, hein, voilà, on en a parlé. Mais aujourd'hui, il a fait la course qu'il devait faire. Les Groupama FDJ ont tenté. On les attendait comme ça sur une étape de montagne. Maintenant, peut-être que au Markstein, on va revoir Pinot, Gaudu à l'avant, que ça va reflinguer dans tous les sens. Bon, voilà, on va pas s'éterniser sur le sujet David Gaudu, FP. Je pense qu'on aura beaucoup plus le temps. On va en parler, on en parlera dans le débrief global du Tour de France. Aussi, mais c'est vrai que bon, voilà, David Gaudu, il a fait le Tour de France qu'il devait faire. Après la 4e place de l'année dernière, il a fait le Tour de France qu'il devait faire. Terminé, voilà. Il est à sa place, ça va lui servir pour la suite de sa carrière. Je vais le répéter encore une fois, mais peut-être que maintenant, il faut qu'il aille bagarrer sur les autres grands tours pour la victoire. Et en jouant la victoire vraiment pour passer un cap encore une fois. Et c'est un cap qu'avait passé Thibaut Pinot à un moment donné dans sa carrière aussi. Non, tout à fait. Il était allé jouer la victoire sur le Giro aussi. Ouais. Et ça lui a permis derrière de revenir sur le Tour de France et de jouer la victoire sur le Tour de France. Bon bref, je referme la parenthèse. On a refait encore un cas David Gaudu. On fait un point classement peut-être parce qu'il y a un classement intéressant. Tu en parleras tout à l'heure. C'est peut-être le meilleur grimpeur qui n'est pas défini quand même. Hein, ça. Oui. Exactement. Le classement de l'étape, Félix Gall vainqueur avec 34 secondes d'avance sur Simon Yates à la ligne, sur la ligne d'arrivée à l'altiport de Courchevel, 1,38 sur Pello Bilbao. Jonas Vingegaard lui termine à 1,52 juste devant David Gaudu à 2,09. Les autres coureurs du top 10, Tobias Haaland, Johannessen, Chris Harper, Rafael Majka, Adam Yates, Wilco Kelderman. Les Français Pinot, Madouas, Martin font 11, 13, 14 entre eux. Jane Lay 12e. Tadej Pogacar fait 22e de l'étape à 7 minutes 37 de Félix Gall, à 5 minutes 45 de Jonas Vingegaard. Au classement général, le nouvel écart entre Vingegaard et Pogacar est de 7 minutes et 35 secondes après donc 17 étapes. Adam Yates a conforté sa 3e place sur le podium. Il est désormais à 10 minutes 45 de Jonas Vingegaard. Carlos Rodriguez est toujours 4e du classement général. Il compte Carlos Rodriguez compte 1 minute 16 de retard sur Adam Yates et voit revenir Simon Yates derrière lui à 18 secondes. Simon Yates 5e, Bilbao, Hindley, Gall, Kuss et David Gaudu complètent le top 10. Et Guillaume Martin, Thibaut Pinot sont 11e et 12e. Les autres Français, Valentin Madouas 18e, Warren Barguil gagne 5 places et revient à la 20e place du général. J'ai perdu un coureur. T'imagines, j'ai perdu un coureur au général. Tu cherches qui ? J'ai perdu un coureur au général. C'est Clément Berthet que je cherche dans le classement général. Est-ce qu'il a abandonné Clément Berthet, non, voilà la réactualisation du classement sous mes yeux. Clément Berthet qui a perdu 3 places au général aujourd'hui. Il est 25e donc de ce classement. Maillot vert, Philipsen devant Pedersen, Coquard, ça ne change pas. Maillot à poids, t'en as parlé, je vais en parler à la fin. Tadej Pogacar, maillot blanc toujours devant Carlos Rodriguez et Félix Gall. La meilleure équipe, c'est Jumbo Visma qui conserve le titre de meilleure équipe devant UAE et Ineos. Le classement de la montagne, FP Giulio Ciccone qui compte seulement 6 points d'avance sur Félix Gall, donc 7 points d'avance sur Jonas Vingegaard. Derrière, il y a un trou de 30 points tout pile sur Nelson Poles, 4e. Bon, ça va se jouer à 3 pour le maillot à poids à Paris et puis il y aura l'étape du Markstein qui va être décisive samedi. Bon, tu vois Félix Gall maillot à poids ? Oui, il a l'air assez fort. Maintenant, il va falloir voir comment ça se passe samedi. Pour lui, est-ce qu'il pourra vraiment partir ? Parce que Ciccone, lui, il joue pas le général. C'est ça aussi l'avantage. Est-ce que des équipes comme la FDJ ou peut-être même, je sais pas, alors derrière, il y a qui ? Il y a peut-être la Jayco Ailula qui laisserait peut-être pas partir Félix Gall. Enfin, faudrait regarder un peu les écarts à ce moment-là. Bora peut-être après... aussi. Mais ouais, on va dire que Félix Gall est peut-être plus handicapé. Il y a quand même plus de 3000. Mais bon, t'as pas envie de laisser partir au cas où, tu vois. Si tu
laisses partir et qu'ils ont 3 minutes à la fin, parce que Félix Gall, il peut aller au bout, quoi. C'est là le problème. Après, en 3e semaine, la veille de l'arrivée à Paris, si t'es le plus fort, tu es à l'avant. C'est vrai. Mais bon, en tout cas, moi, si t'es très fort, tu prends l'échappée. Hein, Giulio Ciccone, par rapport à ce qu'il a montré, ça serait intéressant de l'avoir, mais je serais très content pour Félix Gall. Et là, s'il remporte le maillot meilleur grimpeur, on pourrait dire masterclass à G2R Citroën. Hein. Ah oui, parce qu'ils ont eu un début de tour catastrophique, et puis là, par contre, s'ils ressortent avec le maillot meilleur grimpeur, le top 10, plus victoire d'étape, on dira grande D AG2R Citroën. Et alors, est-ce que AG2R Citroën aura mieux réussi son Tour de France que la Groupama FDJ ? Ah bon, alors je m'en bats déjà maintenant. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Hein. Je trouve là, même déjà aujourd'hui, ils ont mieux réussi leur tour que la FDJ. Après, il y a un match entre la Cofidis et eux, on va dire. Mais parce que tu vois, Cofidis, il place. Il y a quand même 2 victoires d'étape Cofidis, mais bon, c'est pas un top 10. Il n'y a pas un top 10 au général, mais c'est quoi, 12e Martin 11e, pardon, Guillaume Martin. 11e du général. 11e du général. Voilà, bon, allez, on va dire que c'est 50-50. J'ai du mal à choisir, mais voilà. Donc, mais en tout cas, je veux dire, ils s'en sortent bien par rapport à leur début de Tour de France. C'est vrai. Avant de passer à demain, juste retour sur le coup de gueule de Thibaut Pinot très rapidement pour terminer ses classements. En 2 mots, dire que Thibaut Pinot a poussé un coup de gueule après la ligne d'arrivée à Courchevel en disant que c'était un vrai bordel dans la montée du col de la Lose. Que je revienne sur les déclats que je m'étais noté. Il dit que c'était une des étapes les plus dures de sa vie et ce qui l'a le plus choqué, c'est pas réellement ce qui se passe sur le vélo avec notamment Vingegaard et tout, ce sont plutôt les motos et les voitures, et qu'une moto, même plusieurs motos, plusieurs fois dans la montée du col de la Lose, plusieurs motos ont failli lui tomber dessus. C'était du grand n'importe quoi dans les pourcentages les plus forts. Thibaut Pinot a été gêné par des motos et c'était le bordel partout avec le public. Voilà, je referme la parenthèse. FP, demain, alors. Ah bah là, ça va pas être pareil. Hein. Demain, on est sur du plat. Encore demain. Une fois. C'est du plat demain. Demain, c'est du plat. Tourne les pages. Vas-y, fais-moi ton Patrick Chassé. Allez, vas-y. Du plat et encore du plat. C'est une étape typique pour les sprinteurs. Alors, entre Moutier et Bourg-en-Bresse, on dit Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, 185 km donc entre Moutier et Bourg-en-Bresse. On va passer notamment à Berrieux-en-Bugey, la patrie des Manodou. 2 côtes de 4e catégorie. Est-ce que Ciccone et Esgal vont aller bagarrer? Non, je dis ça pour rigoler, mais sprint intermédiaire est à seulement 50 km de l'arrivée à Saint-Rambert-en-Bugey, juste avant Berrieux-en-Bugey, avant l'arrivée à Bourg-en-Bresse. Demain, tu fais quoi? Citer, on va dire, je sais pas, les Lidl Trek de Mats Pedersen, citer la Cofidis de Brian Cocard. Est-ce que tu laisses Alpecin rouler et tu leur dis, vous savez quoi, vous avez tout gagné depuis le début, c'est plus à nous de rouler, maintenant vous assumez si vous voulez encore gagner avec Jasper Philipsen? Ou alors, on fait quoi? On est Alpecin et on dit, nous on a déjà gagné 4 victoires en 5 sprints. Moi c'est un peu des deux. On laisse les autres rouler. Non, oui, c'est ça. C'est pour moi, tu dois laisser Alpecin rouler. Et surtout, tu dois mettre des gars dans l'échappée, en fait. Surtout quand t'es Cofidis et quand t'es la Bora également, tu mets des coureurs dans l'échappée et tu dis voilà, nous on roule pas. Point. Et tu mets des bons coureurs. Hein. Faut pas mettre n'importe qui, mais tu mets des bons coureurs. Donc voilà, Cofidis, moi je pense à un profil. Ils ont encore qui? Axel Singlet qui est encore là, donc tu pourrais le mettre lui, par exemple, qui peut être intéressant dans une échappée comme celle-ci. Et puis voilà, non, franchement, faut arrêter de rouler avec eux. Est-ce que c'est un petit peu plus accidenté après-demain? Oui, c'est ça. Un petit peu plus accidenté. Après, demain, c'est pour d'autres profils. C'est pour d'autres profils. Mais moi, je pense que demain, si tu veux embêter un peu Alpecin, il faut les faire travailler beaucoup plus au départ, quoi. Parce que là, ça suffit de les mettre sur un fauteuil. Sinon, ils vont toujours tout gagner, hein, parce que. Mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est ça, voilà. Donc, après, à part cette tactique-là, ou alors ne pas rouler et pas mettre personne dans l'échappée, je vois pas trop ce que tu peux faire, mais demain, ça peut valoir le coup d'être dans l'échappée si t'es français. Si tu roules pas, tu mets quelqu'un dans l'échappée. C'est obligatoire. Si tu roules pas toujours. Tu mets quelqu'un dans l'échappée et puis après tu dis à Alpecin, maintenant vous démerdez, quoi. Il y en a même qui allaient dans l'échappée des équipes de sprinters et qui se relevaient. Alors donc on verra demain, hein, mais donc on va voir comment ça se passe. Oui, mais non, mais là faut pas. Faut y aller. Enfin, je veux dire, c'est. Va parler au directeur sportif. Va parler au directeur sportif du Noix et de la Bora et de Total Energy qui allait dans les échappées, Total Energy qui roulait et en final qui après se relevait. Donc ouais, mais tu vois, par exemple, à Mathieu Burgodeau, je mettrais plus. Ouais, mais Mathieu Burgodeau, je mettrais plus dans l'étape de Poligny je mettrais plus dans l'étape de Poligny. Ah oui, mais je suis d'accord. Mais demain, faut pas même tenter. C'est-à-dire que moi, j'avais poussé un coup de gueule après l'étape gagnée en 2e semaine par Jasper Philipsen. Je crois que c'était à Moulins cette étape-là. Mais tu vois, c'est-à-dire que les équipes, elles roulent
pour se faire fesser, c'est ça, c'était entre Clermont-Ferrand et Moulins, et les équipes ont roulé pour se faire fesser par Jasper Philipsen, encore une fois, lors d'un sprint. Là, c'est bon, c'est terminé, au bout d'un moment, arrêtez de rouler, quoi. C'est clair. Laissez les non, mais je suis assez d'accord avec toi. On va voir comment ça se passe demain, mais c'est vrai que c'est la meilleure théorie et c'est la meilleure chose qu'ils puissent faire demain. Mais moi, je pense que demain, si les équipes de sprinters, comme tu dis, elles sont intelligentes, normalement, l'échappée va au bout demain. Si elles sont intelligentes. C'est-à-dire que tu mets, tu mets un Cofidis devant, tu mets un Lidl Trek devant. Voilà, exactement. Voilà. Et puis après, tu un laisses Bora un PC devant. faire. On a eu Phil Baos qui a abandonné, chez les sprinters. Phil Baos a abandonné aujourd'hui lors de la 17e étape, donc ça fait un sprinter en moins pour aller se disputer la victoire. Parmi les sprinters qui restent en lice, Philipsen, Pedersen, Coquard, Wout van Aert encore, Jordi Meus, Dylan Groenewegen, BM Girmay qui peuvent se disputer la victoire au sprint. J'essaie de regarder Alexander Christophe. C'est un peu les gros aussi, effectivement. Voilà, les gros sprinters. On va voir Luca Mozzato pour Arkea, mais Arkea aurait plus peut-être un petit Guglielmi dans l'échappée. Il est sorti aujourd'hui, Guglielmi. Oui, mais d'y aller. Il a une bonne grosse caisse. Demain, oui, c'est ça, mais demain presque plus un Laurent Pichon. Moi, Laurent Pichon, il roule bien, il va vite. Et puis, ou Mathis Louvel. Moi, je trouve que c'est plus Mathis Louvel. Tu mets Mathis Louvel demain dans l'échappée, tu mets Simon Guglielmi dans l'étape d'après-demain, et puis ça peut aller. Bon, écoute, on verra. Ton pronostic, FP. Demain, moi, je pense que l'échappée va au bout, mais je vois pas qui peut gagner. Alors, parce que je vois l'échappée au bout demain. D'accord. Bon, tu mets qui en échappée ? Allez, faut que tu tentes. Allez, moi, je mets Axel Singlet. Bon, ok. Même je sais pas s'il a bien récupéré, mais c'est le cœur qui parle. On verra. Et toi ? Je vais te dire Brian Coquard. Pourquoi pas ? Non, en fait, je sais pas. Je te dirais Jasper Philipsen quand même. On va croire qu'on est payé par Cofidis alors que c'est même pas le cas. Exactement. Cédric, si tu nous écoutes. Non, après on verra bien, mais je vois plus pour les sprinters. Franchement, il y a que deux occasions pour les sprinters jusqu'à Paris maintenant. C'est demain et Paris. Ouais, c'est ça. On va voir ce qui se passe, ce qui se passe demain. Voilà. Bon, écoute, ou Anthony Pérez, ou je sais pas. Bon, bref, allez, moi je vais dire Jasper Philipsen ou Brian Coquard, et puis comme ça la grosse cote. On verra bien. FP, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour ce débrief de la 17e étape du Tour, donc avec la fin du Tour de France. Merci de nous avoir écoutés. Non, c'est pas encore terminé. Un podcast par soir jusqu'à Paris, et puis on va même en faire quelques-uns aussi pendant le Tour Femmes avec nos amis d'Actu Cyclisme Féminin FP. Oui, avec Julien, tu peux le citer. Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin, exactement. Effectivement, que vous pouvez suivre sur Twitter. Allez, ciao à tous et encore merci de nous écouter aussi nombreux pour ce Tour de France. Ciao à tous. Pour la beauté du geste, je ferai le reste.